bien, bonsoir à tous et mesdames, messieurs, j'aimerais vous dire d'emblée, puisque Ariel en a parlé, que moi aussi, j'ai été terriblement émue à la lecture de Un prince à Casablanca, le premier roman de Ralph Toledano. Et voilà qu'une année plus tard, 2 années plus tard, donc, je ne résiste pas à l'appel de revoir Tanger. C'est un roman passionnant qui nous plonge dans un univers suranné en voie de disparition, un Éden d'où s'échappent encore de subtils effluves de fleurs d'oranger, d'encaustique, de lavande et d'heures bleues de Guerlain. C'est surtout une grande histoire d'amour. L'auteur insiste avec délicatesse sur les dilemmes et les regrets qui en sont le corollaire. Il nous conduit vers cette quasi-certitude que le bonheur se conjugue au conditionnel et bien souvent à l'imparfait. Mais, à mon avis, c'est surtout un roman socio-historique qui deviendra une archive documentaire. Avant qu'elle ne se referme à jamais, il nous ouvre les portes de l'univers raffiné et élégant de l'aristocratie séfarade tangéroise, ou du moins de ce qui a pu en être préservé en ce dernier quart de XXe siècle. Ralph Toledano nous invite à découvrir des personnages vivant en apesanteur, des juifs confrontés à ce que Samuel Beckett a appelé une fin de partie. Mais, après tout, survoler les réalités, vivre en apesanteur, c'est une des options possibles pour vivre l'arrachement du paradis, et la douleur occultée n'en demeure pas moins vive, moins brûlante. À l'évidence, c'est vraiment un roman et il nous fait vibrer, oui, mais pas seulement. Il charrie en creux un grand nombre de questionnements et de sages enseignements, notamment sur l'identité, la foi, la transmission ou encore à propos du divorce avec l'Espagne et à ce qui est scrupuleusement protégé du partage par les Juifs de Tanger. Comme moi, vous serez saisis par la causticité et la profondeur de la pensée tolédanienne, et nous en reparlerons plus tard, bien entendu. Avant de découvrir enfin Édith, l'héroïne de ce roman, je dois avouer que moi, descendante de Toshavim, donc des Juifs plutôt méridionaux, j'étais vraiment éloignée de cette caste. Le mot n'est pas de moi, il revient dans le roman un grand nombre de fois. Et donc j'étais fort éloignée de cette caste d'Hidalgo et de Señoras qui vivaient au nord, si fiers de leur lignage. Et c'est pourquoi, vous le sentirez tout au long de mon questionnement, j'ai lu Revoir Tanger avec une infinie curiosité, pour ne pas dire avec avidité. Bon, trêve de diffusion, je ne veux pas gêner mon ami Ralph. Et sans plus attendre, nous allons à la rencontre du personnage central de ce livre, Édith. Édith, qui est si attachante, dès les toutes premières pages. C'est une belle femme, jeune, élégante, cultivée, assez marginale, presque trentenaire. Elle est née à Tanger, mais depuis une dizaine d'années, elle en vit éloignée. Elle est établie à Rome, où elle vit un grand amour avec Tullio Flabelli, un séduisant prince romain apparenté au roi d'Espagne, qui évolue aussi hors du temps entre les murs de ses propriétés palatales. Est-il besoin de le préciser, il n'est pas juif. Mais sa grand-mère égyptienne l'a initié quelque peu au mystère de la culture orientale. Donc le retour d'Édith vers la terre natale, sa confrontation à l'histoire et aux traditions bimillénaires de cette société juive du Maroc septentrional, font prendre conscience à Édith qu'en l'épousant peut-être, sans renier ses origines pour autant, elle brisera la chaîne de transmission du judaïsme. Et c'est par un chapitre intitulé « Des châteaux en Espagne » que s'ouvre le roman de Ralph. Un vendredi soir de février 1977, avec d'autres invités au nom prestigieux, Édith loge au château de San Cristobal avant de participer à une chasse aux sangliers. Et là, elle pense à juste titre qu'aux yeux des autres convives, elle est, je cite, une étrangère,
un spécimen énigmatique qui n'appartient pas à leur monde. Après le dîner, dans l'isolement de sa chambre, elle se rappelle avec nostalgie la table du Shabbat à Tanger, à la villa de l'Oued. Elle revit en pensée, je cite, « cette célébration sereine, d'où les nourritures et les vins forts étaient proscrits, et se remémore, je cite encore, ces existences feutrées qui s'étaient déroulées loin du bruit de la battue et des aboiements de la meute. » Alors pourquoi cette étape dans un château espagnol au milieu de tous ces aristocrates? Et est-ce une sorte de rite de passage obligé avant les retrouvailles d'Édith avec la terre natale? C'est ma première question. Alors, votre première question, je ne sais pas si ça me fonctionne, si cette machine fonctionne, j'ai l'impression qu'elle ne fonctionne-t-elle? Non, probablement pas. Est-ce qu'elle fonctionne? Oui, ouais, voilà, là maintenant, oui. Voilà. Alors, donc, allô? Oui, 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 très bien. Alors, votre première réponse, pourquoi va-t-elle ce rite de passage? Écoutez, il suffit de lire la paracha de cette semaine. Tout y est. Mais encore. Jacob rend visite à Ésav. Oui. Voilà, c'est-à-dire Israël. Jacob, qui va devenir Israël dans la paracha de cette semaine, de la semaine passée, rend visite à son frère Ésav, qui est l'ancêtre de la romanité, de l'Occident. Et c'est un rapport très ambigu. Jacob ne peut devenir lui-même qu'en se confrontant à Ésav. Donc, Édith a eu besoin de se confronter à la romanité, à la catholicité, à toute cette pourpre et à tous ces rites de chasse au sanglier. N'oubliez pas que le sanglier a été aussi une divinité adorée dans le panthéon romain, afin de découvrir ce qu'elle est. C'est souvent le contraire qui permet à l'homme de se définir. L'ombre lui permet de cerner sa propre lumière. Donc voilà la première question, je pense que je vous y ai répondu. Alors, c'est quand même assez étrange parce qu'il est question aussi dans ce chapitre du divorce dramatique avec la péninsule ibérique en 1492 et il est écrit dans ce chapitre qu'il est resté deux Espagnes distinctes. Alors la première, qui est celle véhiculée par les ancêtres d'Édith, qui est une Espagne abstraite, idéalisée par l'exil, et il y a aussi cette Espagne qu'elle observe dans ce château, justement, et qui est une forteresse d'ordre et d'ancienneté, je cite, insensible à ce qui palpite derrière les apparences et où les âmes ont pris la forme d'un blason. Et la phrase qui m'a vraiment impressionnée, c'est celle-ci, à la page 35. « Chacun des deux fragments du corps ibérique écartelé vit depuis longtemps dans un état d'amputation. » Mais c'est évident, parce que c'est un corps qui a vécu, qui a des origines même génétiques communes, puisque nous savons désormais que les races n'existent pas, et elles existent jusqu'à un certain point, mais elles sont matinées d'une quantité de mélange, et que nous savons très bien que les Juifs originaires d'Espagne ont du sang visigothique, ils ont du sang romain, du sang phénicien, donc, et du sang arabe parfois aussi, et de même que tous les Espagnols. Alors, donc, ce qui est très important, c'est que l'homme, en 1492, au moment définitif du départ officiel des Juifs d'Espagne, il en demeurera beaucoup qui continueront à pratiquer leur religion de façon occulte, comme nous le savons, mais cela, laissons-les de côté. Édith descend de ceux qui sont sortis officiellement au moment où il n'était plus possible de continuer à l'être d'une manière claire. Il y a nécessairement, comme un carrefour, chacun prend un chemin. Plus fort qu'au carrefour. Et beaucoup plus qu'un carrefour. Et c'est un divorce dans lequel chacun emporte une partie de lui-même, de toute cette grande masse d'éléments culturels, ethniques et psychologiques qui composent une nation. Et donc, les Juifs emportent le mysticisme, emportent la pratique, la croyance dans la vie au-dessus de tout. Les Espagnols
conserve cette chose, parfois très séduisante au premier degré, qui est ce viva la muerte, hérité des Phéniciens, dont la péninsule ibérique descend. C'est pour ça que je cite par exemple cette chanson lors de dans une de ces réceptions dans ces châteaux espagnols. Il y a cet homme qui chante deux baisers à une femme, un verre d'aguardiente, d'eau de vie, un fandango bien chanté et que vienne la mort. C'est-à-dire, la vie n'a pas de conséquences. Et d'ailleurs, pour revenir à Ésaü dans la paracha, quand il dit qu'il renonce à son droit de noces, il dit à son frère, de toutes les façons, je vais à ma mort. Donc la vie ne lui importe guère. Et donc il y a quelque chose de très phénicien et de très édomique, ésavique dans cette Espagne qui demeure, tandis que les Juifs emporteront avec eux dans le divorce, comme dans un divorce, dans un couple où chacun emporte la soupière en argent de sa grand-mère ou le tapis persan de je ne sais pas quoi, de son grand-père, ou la collection d'éditions originales de quelqu'un d'autre, l'un de leurs aïeux, chacun va garder quelque chose. Et ils vont avoir l'illusion, surtout les Juifs de Tanger, qui habitent de l'autre côté du détroit et qui contemplent l'Espagne tous les jours, qui peuvent la prendre avec la main tous les matins quand ils se réveillent dans leur salle de bain, ils la touchent, ils touchent Tarifa avec les mains. Ils vont avoir l'illusion, surtout à partir du XIXe siècle, lorsqu'une très grosse communauté espagnole viendra s'installer à Tanger et que de la pratique du judéo-espagnol, les Juifs de Tanger recommenceront à parler un espagnol beaucoup plus castillan et beaucoup plus classique. Ils auront l'illusion d'être, après tout, comme des Espagnols, d'avoir des traits physiques similaires, d'avoir des habitudes domestiques très équivalentes et d'avoir des mentalités qui peuvent absolument, qui sont identiques. Mais c'est totalement faux. Tout cela est une apparence. Donc, en fait, quand on dit qu'ils peuvent se saisir de l'Espagne, ça n'est que d'un mirage. C'est un mirage, c'est un reflet de l'Espagne, et ils veulent se saisir comme dans un amour détruit. Dans un amour détruit, on continue pendant longtemps à évoquer le rapport du moment où l'amour a existé. Non pas que l'amour ait été dans la durée, dans la péninsule ibérique. Nous savons parfaitement bien que les périodes de gloire de l'entente judéo-espagnole ont été des plages dorées isolées dans des océans de persécution. Lorsque mes ancêtres sont entrés à faire partie de l'académie de traduction de Don Alphonse le Sage en 1260, cette académie qui a été un des plus grands moments à Tolède de la rencontre entre les chrétiens, les juifs et les musulmans d'ailleurs aussi, n'a duré que 30 ans. À la fin du règne d'Alphonse le Sage, son fils a aboli l'académie, renvoyé tout le monde et commencé les persécutions. Donc, mais il y a des moments extraordinaires, et comme dans un amour déçu, comme dans un amour brisé, souvent on essaye de se souvenir des beaux moments. Mais est-ce que c'est un amour déçu alors que c'était un amour non partagé? On ne peut pas dire que l'Espagne ait aimé ses Juifs. L'Espagne a aimé, je ne sais pas qui aime qui sur Terre. Moi, je n'ai jamais rencontré personne qui aime personne. Alors ça, c'est un autre problème. Oui, mais là, on parle vous me permettrez de répondre. Mais en ce qui concerne de l'Espagne avec les Juifs, bon, Alphonse le Sage aimait les Juifs. Lorsqu'il les a appelés à l'Académie, Alphonse le Sage aimait les Juifs. Lorsqu'un autre de mes ancêtres, Don Alfaquin, qui était médecin du roi, était son médecin, ou lorsqu'il était collecteur des impôts de la couronne, en tous les cas, il y avait une relation tout à fait aimable et tout à fait convenable et tout à fait courtoise. Toujours avec un mépris, bien évidemment, puisque à partir du moment où
l'Europe, l'Occident adopte le christianisme, il y aura toujours cet espace immense qui se situe entre ceux qui ont été illuminés, entre guillemets, je m'excuse de le dire, entre guillemets, par la lumière du Christ, et ceux qui n'y ont pas cru. Donc il y a toujours une nuance de mépris, mais il peut y avoir aussi de l'affection, tout en ayant... Ou de la condescendance. Voilà, voilà, peut-être. Voilà. En tout cas, revenons au livre. Quand même, on est là pour en parler. Oui. Et il y a un très très beau chapitre sur le flamenco. J'ai beaucoup aimé ce passage parce que c'est un chapitre, c'est le second, qui est d'une énorme richesse parce que le voile se relève grâce à la musique. Et j'aimerais bien t'entendre en parler parce que le flamenco est, soi-disant, distille une absence d'espoir. Et la chanson donc que tu as relatée, effectivement, et peut-être à la fin de cette chanson, Edith rejette cette musique et, alors qu'elle y était habituée. Je vais lire un passage où justement il est question de cette connaissance de la musique. Pour Edith, élevée par une nurse andalouse au son de Radio Sevilla, ayant assisté souvent à Tanger au cours de son enfance à des spectacles folkloriques, donc elle assiste à une soirée, elle dit « Cette soirée avait été une descente spéléologique au fond des réalités jusqu'alors contemplées en surface. Dans ce contexte étranger où tant de situations relevaient pour elle d'une mascarade, elle ne savait plus qui elle était vraiment. » Est-ce que cette musique l'a bousculée à ce point? Est-ce que le flamenco qu'elle connaissait a pu susciter en elle des sentiments d'attraction et de répulsion à la fois? Elle ne l'avait jamais écouté jusqu'alors. Elle avait grandi effectivement à l'office avec sa bonne d'enfant, qui avait toujours le poste branché sur Radio Sevilla, mais elle avait juste entendu les castagnettes et le bruit des... Et là, elle écoute les paroles. Voilà. Et tout à coup, elle décide d'écouter les paroles. Elle les comprend parfaitement bien, parce qu'elle parle parfaitement bien espagnol, évidemment. Elle n'avait jamais essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière tout ce bruit qui remplissait l'espace pendant qu'elle mangeait sa purée de pommes de terre d'enfant. Et tout à coup, elle découvre quelque chose qui est absolument inouï et qui est complètement différent de ce qu'elle a entendu, en revanche, quand elle allait dormir chez sa grand-mère, et que sa grand-mère lui chantait les romances judéo-espagnoles ramenées d'Espagne au XVe siècle par les Megorachim, dont, par exemple, celle que je citerai à la fin du livre, c'est dans la ville de Tolède et dans la ville de Grenade. Là-bas, on élève un jeune homme qui s'appelle Diego León. Tout à fait. Là, qui a un mysticisme tellement pur et tellement épris de vie et tellement épris de lumière, elle comprend que ce sont deux univers complètement différents, avec un lexique identique et une morphologie également aussi presque identique. J'aimerais juste revenir sur le problème de la langue, parce que ça tient une place importante dans le livre. Il y a souvent des réflexions concernant des détails sur la zeta, sur la façon que les Juifs ont de parler, ou les Espagnols, etc. Et j'ai été un petit peu ennuyée par le fait qu'on ne donne pas à cette langue son nom. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Haketia? Pourquoi est-ce que les expressions, notamment de la femme, de la cuisinière, dont on va parler plus tard, pourquoi est-ce que ces expressions sont en français, sans saveur, alors que c'est facile de dire mais vayayo, capara porti, Michiel, ça ne brûle pas la langue, on peut le dire. Dans le premier roman, il y avait pas mal de phrases qui étaient en espagnol. Oui. Il y en avait un certain nombre, mais elles n'étaient pas si nombreuses en réalité. J'ai réalisé que si je mettais en espagnol toutes les coplas, toutes les couplets de cette démonstration de l'âme du flamenco, si je mettais en espagnol
la récitation de En la ciudad de Toledo, en la ciudad de Granada, cette magnifique chanson que chante la vieuse Perla à l'héroïne à la fin du livre. Si je mettais en espagnol, eh bien, ce n'était plus un livre français. Non, alors, ça devenait quelque chose de très embarrassant. Oui. Et comme c'est de la littérature française, j'ai décidé de les traduire en français. Ça a été un parti pris, et vous savez bien que tous les partis pris sont au détriment de certains aspects. Oui. On ne peut pas le faire une fois et ne pas le faire la fois d'après. Si on, comme je dis toujours, moi qui suis très pointillé en matière de décoration, à partir du moment où les boiseries dans une maison sont vert pâle, toutes les boiseries doivent être vert pâle, mais ça finit par devenir entêtant. Alors, chez moi, les gens disent oh, tout est très vert pâle à Jérusalem. Oui, mais on est à Jérusalem, c'est une maison avec 10 fenêtres ouvertes sur la vue du mont du Temple. J'ai décidé de les mettre toutes en vert pâle. Mais ça peut devenir extrêmement entêtant de mettre dans un livre qui est c'est pas entêtant dès lors que je l'ai dit au début, c'est un livre qui a une valeur documentaire aussi, à part être un merveilleux roman. Et je veux dire qu'il est dommage de ne pas avoir intégré ce capital linguistique. Et je voulais juste poser la question, pourquoi est-ce qu'en ce temps-là, on n'appelait pas cette langue Raquetia? Alors, tout d'abord, dans la famille d'Édith, on ne parlait pas Raquetia, c'était très mal. Oui. C'était une chose très méprisée, c'était l'apanage des pauvres malheureuses comme Macneen qui sont cantonnées dans la cuisine. Et je me rappelle que quand nous allions toujours chez mon grand-père déjeuner le samedi, mon frère et moi, il y avait ce qu'on appelait à l'époque ama de llaves, cette gouvernante, qui ouvrait la porte et qui nous disait me vaya yo por ti, por tus labios pintados. Et je lui répondais, oye Raquel, que yo no me pinto los labios. Alors donc, elle disait que je meurs pour toi et pour tes lèvres peintes. Alors je lui disais, tu sais Raquel, je ne me peins pas les yeux, les lèvres. Et mon grand-père, qui était très gêné de ma remarque, lui disait non, elle veut dire que tes lèvres sont idéales. C'est ça, la traduction de labio pintado, c'est les lèvres idéales. Et de la même façon qu'elle disait d'autres jours, à moi ou à mon frère, me vaya yo por tu rial pintado, voilà, je meurs pour ton visage peint. Mais, évidemment, nous ne mettions pas de fard. Non, c'est une image. Mais c'était une façon de dire que nous étions changé, tellement beau alors que nous étions idéales, que notre apparition lui semblait idéale. Voilà. Alors revenons à Tanger encore, puisque lentement, subrepticement, faisant face au port de Tarifa, l'image de Tanger se profile à l'horizon et devient obsédante. Après 10 ans d'absence, Édith entend l'appel de la ville, de son passé. Et à la terrasse d'un café à Tarifa, elle raconte à l'homme qu'elle aime ce qui l'en a éloigné, les événements qui ont précédé la guerre des 6 jours. Elle raconte aussi pour quelles raisons elle envisage ce retour. Elle lui dit « Je vais à Tanger afin de rétablir le pont qui me relie à mon histoire ». Ce qu'elle va constater en arrivant à Tanger, c'est quand même le déclin de la ville et de sa société juive, même si ça n'est pas décrit de façon aussi morbide que l'a fait Ángel Vázquez dans La Vida Perra de Juanita Narboni, qui est un livre terrible, mais qui est publié en 1976. Alors cette histoire... Mais le livre de Ángel Vázquez est un livre qui décrit des gens qui ont des destins absolument terrifiants. Oui, mais Tanger... D'ailleurs, Perla aurait pu en faire partie. Oui. Mais Édith est une jeune fille très éduquée et qui a un avenir et qui a un futur. Sa mère est une femme très ennuyeuse mais riche et qui a un futur en tous les cas économique. Tandis que l'héroïne de Ángel Vázquez n'a strictement aucun... Non, je parlais que de Tanger dans son livre. C'est Tanger qui m'a marqué, la décadence de Tanger associée à cette décadence. Mais ça n'est pas le cas dans ce livre. Mais comme l'action se passe dans 2 maisons surtout.
Oui. Et dans cette belle maison, la la villa. villa de l'Oued, qui est encore une maison où tout est en place, et tout est en place d'ailleurs, et on se demande pourquoi, parce qu'on se demande pourquoi d'objets précieux et tant de salons sont encore là, avec les rideaux fermés, les stores baissés. On attend une célébration qui aura lieu à la fin du livre, et ça sera la dernière révérence de ce monde. Oui. Et puis, dans l'appartement de la tante, qui est une maison, qui est un appartement d'une dignité, d'une élégance profonde, ce n'est pas du tout le monde de Juanita. Juanita, c'est un monde véritablement beaucoup plus modeste. C'est clair. C'est un monde beaucoup plus modeste et qui est menacé par la faim, par la pauvreté pratiquement. Non, je voulais juste dire qu'Édith allait retrouver ce Tanger-là, malgré tout. Le livre est publié en 1976 et cette histoire survient en 1977. Et je me dis qu'elle a dû se promener dans un Tanger décrit par Ángel Vázquez. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais c'est psychologiquement que Ángel Vázquez voit toute cette communauté de petits Espagnols très modestes, rabougris, qui n'ont aucun espoir dans le monde d'autre que celui de terminer le moins mal possible leur jour dans une ville qui ressemble de moins en moins à celle qu'ils ont connue à l'époque du statut international. Tandis que mon héroïne est une femme de 27 ans qui a Rome, Israël, l'Amérique, une mère qui a des comptes en Suisse regorgeant d'argent. Elle a toutes sortes de possibilités pour sortir de cette horrible pauvreté. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas la même situation. Non, absolument. C'est pour ça que toute la situation de Juanita Narboni déteint sur le décor de Tanger que nous donne Ángel Vázquez. Mes héros appartiennent à un monde qui est voilà, j'étais sûre de la réponse, de toute façon, j'en étais sûre. Ce que je voudrais quand même t'entendre dire, c'est en fait, qu'est-ce qu'elle vient chercher exactement? Pourquoi est-ce qu'elle vient se confronter à son passé à Tanger 10 ans plus tard? Eh bien, la vie d'Édith est une série de confrontations. La confrontation, comme je l'ai dit au début de cette conférence, avec l'héritage d'Ésaü, la confrontation avec les mânes de son père, de son grand-père et de tout cet héritage séfarade très pur qui était celui de sa famille paternelle. C'est une femme qui va au-devant des situations qui la mettent en douleur et en déséquilibre. Ce n'est pas une femme comme sa cousine Astrid qui évite les confrontations. Elle prend des risques, elle choisit les portes étroites où on ne peut pas manquer de voir et de dialoguer avec le véritable problème. Elle a besoin de retrouver ce qu'elle est pour réaliser si elle peut dire oui ou non à ce charmant jeune homme qui lui demande sa main. Il y a en plus cet amour aussi ancré en elle du pays, du Maroc. Et voilà les belles lignes par lesquelles on peut prouver ça. Je pense que tout le monde ici, plus ou moins originaire de Tanger, pourra s'émouvoir. Donc elle écrit « Elle entr'ouvrit sa fenêtre, respira la nature et bénit le ciel pour sa splendeur, le remerciant du bonheur de revoir cette terre marocaine dont elle avait oublié combien son âme était imprégnée. Un parfum familier flottait dans l'air suave de l'après-midi d'hiver, réveillant en elle un monde de sensations oubliées, celle du sol mouillé mêlé aux embruns, des fenouils sauvages et des genêts sucrés. » Et après, il s'ensuit tout un récit qui passe par les rues connues de Tanger, la rue Goya, le boulevard Pasteur, le Marchagnes. Il m'a semblé que c'était la description d'un paradis perdu qui était sacrifié à jamais. Et j'ai pensé qu'elle allait rencontrer juste quelques gardiens de ces ruines. Alors, la question que je me pose, c'est
est-ce qu'il peut vraiment y avoir une interaction positive entre la nostalgie du passé et la construction du futur? Le futur, pour moi en tous les cas, puisque vous m'interrogez, ne se construit qu'avec le passé. Quelle interaction positive peut-il avoir? Un passé aussi... C'est une question d'interprétation. Oui. C'est une question d'interprétation. Le passé peut être une prison qui nous a servi d'une façon irrémédiable, et à partir de ce moment-là, nous sommes un pauvre malheureux, comme la femme de Lot. Je m'excuse de faire tant de citations bibliques, mais c'est probablement les murs de Legno qui m'inspirent ce soir. Donc, la femme de Lot qui se retourne sur son épaule. Donc, les gens qui ne peuvent jamais regarder devant et qui sont prisonniers de leur passé. Mais le passé est nécessaire pour construire le futur. Autrement, le futur n'aura aucune espèce de densité. Donc c'est indispensable de se retourner, quitte à devenir une statue de sel. Non, pas du tout. Elle ne va, en réalité, elle ne se rend à Tanger que pour 8 jours. Et elle y restera une saison parce qu'elle découvrira que sa tante est malade et elle décidera de la soigner et de la veiller jusqu'à la fin parce qu'elle n'a pas pu le faire pour son père, le frère de sa tante. Et donc, cela lui permettra de recueillir tous ces joyaux symboliques qui sont encore dans Tanger et qui sont son héritage. Qu'elle ne peut vivre dans le fond et qu'elle ne peut recueillir que, je dirais entre guillemets, et c'est même écrit dans le texte, comme une marane, puisqu'elle est obligée de porter une djellaba qu'elle emprunte à la femme de ménage pour ne pas paraître, pour des raisons que vous trouverez dans le livre, évidemment, et qui sont intéressantes de connaître. Mais elle est obligée de se camoufler. Elle n'a pas une perception directe avec sa ville, et sinon, elle ne peut pas circuler. Elle reste enfermée dans sa cage de verre, sinon. Vous noterez que j'envie beaucoup le port de la djellaba. Pourquoi? Je trouve que le tchartchaf ou le tchador, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est une chose que j'adorerais porter. D'ailleurs, un de ces jours, je vais m'en acheter un. Oui, je trouve ça extraordinaire parce qu'on voit sans être vu. L'encombrement du regard des autres n'existe plus. On est au cinéma sans être... C'est un des très grands privilèges de la femme. Oui, demandez aux Afghanes si elles sont heureuses de porter le Je n'ai pas dit que même. tous les privilèges sont assortis de servitude. Oui, mais en tous les cas, si demain je m'achète une djellaba ou un niqab et que je vais me promener dans les rues de Paris, je trouverai ça absolument merveilleux. Personne ne me regardera. Je ne me demanderai jamais une minute. Tout le monde, maintenant, tout le monde vous regarderait. Non, non, non. C'est un risque terrible, à mon sens. Non, non. Arrêtons là. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, mais quand même, Edith dit à sa tante, et on va venir à ce personnage extraordinaire, elle va dire à sa tante, et ça rejoint la question que j'ai posée, doit-on vivre pour soi en isolant son destin, ou sommes-nous contraints d'être le maillon d'une chaîne? C'est la grande question qu'elle va évoquer avec sa tante en parlant de son séjour en Israël, qui était au début des années 70 un séjour tellement difficile. Pas tant pour son aspérité économique du pays, qui était encore très pauvre, parce que Edith s'est lancée dans le travail social avec un courage et une allégresse absolument inouïe pour une jeune fille qui avait grandi entourée de tant de prévenance. Ce n'était pas cela, mais quand même, malgré tout, elle regrette de temps en temps, elle dit « je regrette de temps en temps un endroit harmonieux, un endroit où je puisse aller, un salon de thé raffiné, où je puisse aller m'asseoir, lire un livre, manger des gâteaux délicieux, dans cet endroit qui manque de tout. » Israël manquait de tout encore en 1970, 68, 69, quand elle y arrive. C'était un pays terriblement pauvre, mais elle va aussi beaucoup souffrir
dès qu'elle arrivera à l'université à Jérusalem et qu'elle fréquentera un milieu un peu plus favorisé, elle va beaucoup souffrir de tous les signes du dogmatisme social hérité de cette culture socialiste du Mapai qui a fondé Israël, sans laquelle Israël n'aurait jamais pu être fondé. Et cette jeune fille qui ne connaissait, dont la devise était l'art pour l'art et dolce far niente, il est doux de ne rien faire, est difficilement conciliable avec cette rigueur un peu méprisante de ces pères fondateurs socialistes qui est encore la façon d'être et le credo et l'atmosphère du pays dans les années 70. Elle va même parler de la discrimination qui est subie par les gens d'origine nord-africaine. Elle en parle, oui, en tout oui, cas, bien sûr. Et ça la dérange terriblement. Bien sûr, elle parle de cela. C'est une chose que j'ai moi-même expérimentée. Je me rappelle avoir donné dans les années 70 une conférence au musée de Jérusalem sur les synagogues de Tanger. Et à la fin de cette conférence que j'avais donnée en anglais, je parlais anglais très correctement parce qu'on me l'avait appris très jeune. Et, tout le monde disait, oui, son père est marocain, mais sa mère est suisse. Ah. Alors je suis allé, j'avais dit, non, ma mère n'a rien de suisse, elle est encore plus marocaine que mon père. Et d'autres gens disaient, non, mais sa mère est belge. Alors ça expliquait que je puisse parler anglais, que je puisse faire une conférence sur les synagogues en donnant des quantités d'explications historiques. Mais donc, il y avait un terrible mépris, plus aujourd'hui, bien sûr. Et je parle aussi de quelque chose de très douloureux, qui est la tragédie de la population de Yemin Moshe. Oui, ce merveilleux quartier de Yemin Moshe que tout le monde connaît, que l'on appelle le quartier de Moses Montefiore, et qui est un quartier dont on a jeté, mais vraiment jeté pratiquement manu militari en 1971 les habitants qui avaient vécu, les habitants séfarades, qui étaient des Turcs. Ils n'étaient pas marocains, mais ils n'étaient pas très loin. C'était des Turcs originaires de Smyrne et d'Andrinople et d'Istanbul. Et on les a jetés en 3 mois pour faire la place vide et pour consacrer ce très beau site à un village de milliardaires et d'artistes. Ça avait été une décision du maire de la ville, Teddy Kollek, et ça a été vraiment un meurtre humain. Et moi, je prie à Jérusalem dans une synagogue qui est la seule survivance de ce quartier. Les habitants de ce quartier ayant été dispersés aux 4 coins de la ville sont obligés de prendre leur voiture pour venir célébrer l'office le samedi dans cette synagogue où ils ont mis les téphilim pour la première fois et fait tous les premiers rites de leur vie, parce que cette injustice les a chassés d'un lieu qui leur appartenait. Il faut noter qu'en Israël, en 1970, les titres de propriété n'existaient pratiquement pas. C'était une économie pratiquement communiste où le droit de la clé équivalait à la propriété. Et que les gens qui ont eu le bonheur de pouvoir rester dans les maisons qui leur avaient été attribuées à un certain moment, dans ce cas, ils y étaient depuis 1900, 1880, et en tous les cas, beaucoup étaient venus vivre dans ce quartier à partir de 1948, lorsque tout le quartier juif de Jérusalem a été vidé au moment du cessez-le-feu avec les Jordaniens. Donc ces gens qui avaient vécu pendant 20 ans face aux obus jordaniens, qui étaient fréquents, 3 ans après, on leur a demandé d'aller dans des banlieues lointaines, voilà, où ils n'étaient même pas propriétaires, où le dédommagement qui leur a été donné ne permettait même pas d'acheter une 2 chevaux. Alors je vais profiter de l'évocation de ce quartier de Yemin Moshe pour revenir vers la famille d'Édith et peut-être aussi signaler que justement Moses Montefiore avait logé chez le grand-père de la fameuse Tita Esther quand il est venu en 1862 plutôt, parce que c'est écrit 60. C'était en 62, il était venu après
qu'il y ait eu des exactions contre les Juifs d'une ville de l'intérieur, et il était venu demander au sultan de l'époque de protéger les Juifs. Et il avait obtenu un daïr, effectivement, et il en a profité donc pour loger chez le grand-père de la tante Il n'en a d'Édith. pas profité, il n'y avait pas d'hôtel à Il n'y avait pas Tanger. d'hôtel. Alors il a été chez le grand-père de la tante parce que c'était un notable qui avait une maison confortable où il y avait un semblant de salle de bain et on mangeait bien. Imagine, et la communauté juive de Tanger, le Board of Trustees, lui avait organisé l'hébergement là-bas. Enfin ça c'est une anecdote que je reprends d'une autre branche de ma famille. Ma cousine qui n'est pas là aujourd'hui possède la lettre de remerciement du Board of Trustees de Londres après cette visite. Cette visite qui avait duré 3 mois, 2 mois de séjour à Tanger à la maison, puis 1 mois de trajet pour aller jusqu'à Fès pour négocier ce daïr de protection, retour, et voilà. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'il va y avoir justement un film sur Moses Montefiore et ses descendants sur la BBC à partir de la semaine du 9 décembre. Voilà. Vous trouverez ça sur Internet et je pense que ça mérite d'être vu. En tous les cas, cette famille d'Édith, qu'elle ne fréquente pas nécessairement, elle est tellement différente d'eux, elle est assez marginale. Totalement marginale. Et elle a une adoration pour sa tante qui s'appelle Esther, qui est Tita Esther, qui est un personnage qui est en fin de vie malheureusement, qui est sans vanité, mais qui reste absolument flamboyante. Et franchement, ce personnage vient illuminer la deuxième partie du roman, et j'aimerais bien entendre parler d'elle un peu plus avant. Tita, sa tante, a eu beaucoup de vanité, énormément de vanité. Simplement, à ce moment, à ce stade de sa vie, elle est comme un poisson qui a perdu ses écailles. Tout est tombé par terre. Elle est à la veille du grand saut dans l'infini. Et à la veille du grand saut dans l'infini, tous les ornements ne lui servent plus. Et elle réfléchit avec une liberté qu'elle n'a jamais eue auparavant. Mais cela dit, cela fait déjà de très nombreuses années, puisqu'elle n'a pas eu d'enfant, qu'elle a dédié sa vie aux gens qui avaient besoin d'aide, c'est-à-dire les jeunes, les écoles, à l'époque où il y avait encore une communauté florissante, une communauté juive florissante au Maroc, et puis ensuite, au moment où se situe le livre, aux vieillards de l'asile, qui sont les laissés pour compte, ces pauvres séfarades qui sont restés avec leurs valises de carton pleines de préjugés sur le quai d'un train dont ils ont raté le passage. Voilà. J'étais émue de lire aussi qu'elle s'occupait de tous les déshérités qui vivaient, qui étaient soignés à l'hôpital Ben Shibol, ce fameux hôpital qui a été détruit un soir. Non, il n'a pas été... non. L'asile s'appelle... L'hôpital a été détruit, oui, mais l'asile existe encore. Ah d'accord, non, je parlais de l'hôpital. Il est mentionné dans le livre. Oui, mais enfin, parce que c'était la même administration. Mais enfin, bon, le bâtiment de l'hôpital, effectivement, a été détruit un soir de Pessah il y a 7 ans. Exactement. Mais un vendredi soir de la semaine de Pessah il y a 7 ans, à minuit, par les grues, parce que le gouverneur de la ville avait pensé que ça serait beaucoup plus beau de faire une entrée triomphale pour le palais de Moulay Hafid, alors que la beauté des palais marocains, c'est justement de se trouver au détour d'une ruelle. Absolument. Mais les édiles ne comprennent rien. Non, on est d'accord. Enfin, ce qu'elle fait surtout découvrir à Édith, cette Tita Esther extraordinaire, ce sont ses coreligionnaires, et elle dit que c'est un monde juif qui lui était étranger. C'est vraiment la caste, c'est vraiment l'esprit de caste. Non, bien sûr que c'est un monde qui lui est étranger. C'est un monde qui n'est pas... c'est un monde de... Parce que quand on est enfant, Édith a quitté Tanger à l'âge de 17 ans, c'était une enfant. Quand on est enfant, on ne fréquente que sa famille et les amis de sa famille et les enfants des amis de sa famille ou ses cousins. Donc, elle n'avait aucune raison de fréquenter
des pauvres malheureuses cuisinières de Alcázar ou de Larache qui n'avaient pas de quoi manger et qui finissent par être recueillies à l'asile. Ça n'avait strictement... La seule qu'elle fréquentait tous les jours, c'était Macnine, qui faisait partie de la famille, qui était la cuisinière de la maison de ses parents. Donc, elle découvre tout un univers de dignité bafouée, d'orgueil, de souvenirs de grandeur, d'émotions caricaturales, parce que c'est un peu toute l'orgueil de Manche-Clou, si vous voulez, des gens qui n'ont rien et qui veulent encore, avec raison d'une certaine façon, se prendre pour quelque chose de très particulier. Et quand, par exemple, ce monsieur, c'est une véritable histoire que j'ai vécue moi-même parce que j'allais beaucoup à l'asile parler avec ces personnes, ce vieux monsieur Bendahan se plaignait à la directrice de l'asile qui s'appelait Esther Sananes et lui disait la voisine de chambre prétend que je lui ai volé une boîte en métal de biscuits anglais. Et il me dit, mais moi, je ne vole rien. Le noble Bendahan ne se tâche pas. Alors, c'est à ce moment-là que ma vieille amie Esther Sananes, comme ce pauvre homme avait une seule cravate et elle était maculée de taches de graisse, lui dit, oui, tu te tâches seulement avec la graisse, oui, avec l'huile. Oui. Voilà. Et je reproduis ce dialogue dans cette évocation. Non, c'est la première fois qu'elle découvre ces gens. On n'avait eu aucune occasion de les voir. Je voudrais d'ailleurs lire un très très beau passage qui vous donnera d'abord une idée du style extraordinaire de Ralph et en même temps de la façon d'analyser de façon très pointue. Elle dit « Il existait un abîme entre la beauté indestructible de Tita, sa distinction, ses toilettes fanées mais raffinées, et la douloureuse condition à laquelle ces femmes étaient réduites. Issues d'une même branche de la famille de l'homme, ces pauvres visiteuses étaient des fruits brûlés par la grêle dès leur printemps ou noircis de toutes parts en vieillissant. Mais sous les corps brisés par des vies difficiles, sous les faces déformées par tant d'efforts désespérés, sous l'irréparable fêlure des voix qui tentaient par l'intonation de suggérer la dignité et la joie, Édith discernait des âmes sœurs auxquelles la liait une histoire immémoriale. Donc, on a beau appartenir à une caste, le lien reste très fort avec ses coreligionnaires. Ah, mais absolument. Et elle découvre qu'ils font partie précisément de sa caste. Simplement, comme dans un arbre, il y a les abricots qui sont devenus splendides et ceux qui ont été brûlés par la grêle. Elle est le bel abricot. Et c'est ce que lui dira d'ailleurs l'habilleuse Perla. Oui. Tu as tout pour toi, tu mérites tout, tu auras tout. Moi, j'étais déjà la fille de quelqu'un qui... Nous étions déjà en décadence et c'est pour ça que je termine si mal. Mais c'est toujours le même monde. C'est le même monde et elle y tient et elle semble... se sentir comme une part de la mosaïque. Absolument, absolument. Elle est solidaire, oui, elle est profondément solidaire de ces personnes et elle comprend très bien pourquoi sa tante, qui est un modèle d'élégance et de distinction, a donné sa vie, toute la dernière partie de sa vie à ces gens. Parce que ces gens, nous aurions pu être eux. C'est ça. Voilà. Et ce que dit sa tante, pour passer aux autres personnages qui méritent quand même d'être évoqués, le temps passe, elle dit à Édith « Ne cesse jamais de regarder vers Jérusalem, c'est de là que viendra la guérison du monde. J'aimerais que tu restes juive au fond de ton âme. N'oublions pas qu'elle souhaite, elle est amoureuse d'un non-juif. » Et j'aimerais un commentaire sur ce message quand même. Bien, écoutez, troisième citation de la Torah, qui mitzion tetze Torah ou Yerushalayim dvar Adonai. Alors, var Hashem. Alors, c'est-à-dire que
c'est de là, de cet endroit particulier, tellurique, de la présence divine, que viendra la guérison du monde. Et sa tante en est convaincue et elle lui dit, il faut absolument que tu gardes un lien avec cette ville. Même si tu fais le choix d'épouser cet homme, ce Romain, ne coupe pas les ponts avec ce lieu dont viendra la salvation du monde. Et alors, pour parler des autres personnages, j'ai constaté que, en fait, c'est un récit qui livre les personnages par ordre d'apparition, comme dans le générique d'un film. Et alors apparaît, après la tante, bien sûr, on voit la maman avant, mais elle commence à vivre, à prendre forme, quand elle commence à organiser le fameux mariage de la cousine. Et je veux parler donc de la mère d'Édith, qui est quand même qui est une grande bourgeoise, qui est incapable de s'engager, mais qui vit dans le concret. Moi, je ne serais pas si dure avec mais Mary. Je ne le suis pas. J'ai dit, sa grande prestation, c'est cette fête, et elle fait la plus belle fête du monde, avec un sens du faste et une générosité et absolument extraordinaire. Je ne sais pas si c'est vraiment une qualité, un compliment que de dire ça. Je trouve que c'est un compliment. Dire que sa fille est une totale énigme pour elle, je trouve ça terrible de dire ça d'une maman. Comment on peut comprendre cela? Eh bien, écoutez, c'est une répercussion dans cette histoire de l'incommunication qui avait régné entre les deux parents. C'est ça. Il y a deux branches. Édith est issue de deux catégories socio-culturelles. Celle de son père, ce sont les kabbalistes, les rabbins, les traducteurs des académies de Tolède, du Moyen-Âge, etc. Ce sont des grands mystiques, ce sont des gens qui vivent dans la contemplation des étoiles, pas dans une contemplation tellement poétique que dans la contemplation des œuvres du Créateur et donc dans un mysticisme profond. Ça, c'est le côté paternel. Et le côté maternel, c'est le côté des grands marchands, de la classe marchande, les banquiers, les grands marchands. Donc, ce sont ceux que vous appelez Tujjar Marzen. Oui, voilà, les commis d'État, les commis du palais. Et donc, ce sont deux... très souvent, ce sont des classes qui s'interpénètrent, évidemment. Comme dans ce cas, il y a un mariage entre une fille de ce milieu et un homme de ce milieu, qui étaient les parents d'Édith. Mais il y a une incommunication profonde. Et Édith, étant la fille de son mari et la nièce d'Esther, sa mère aurait aimé que Édith n'ait hérité que du côté subtil et fascinant de ce monde et pas du côté encombrant, parce que le côté mystique et le côté trop voulant aller jusqu'au fond des choses de sa fille l'agacent terriblement. Il y a dans les deux livres que j'ai lus à la suite, donc Le Prince de Casablanca et Revoir Tanger, il y a un thème récurrent qui est celui de la mésalliance. Pourquoi est-ce un sujet si important à traiter dans un monde de globalisation où maintenant enfin, on ne va pas parler le monde d'aujourd'hui n'est pas non, mais je parle des deux, de 70 et 77. Oui, n'est pas une preuve. Les résultats du monde de globalisation ne sont pas une preuve exemplaire. Alors donc, probablement, le vieux monde avait des idées parfois meilleures que celui d'aujourd'hui. Mais on ne voit plus bien. Regardez tout simplement, son père avait fait une sorte de mésalliance. C'est une fille très belle, très riche, d'une famille tout à fait sophistiquée et distinguée. En théorie, ce n'est pas du tout une mésalliance, mais c'est une mésalliance. C'est parce que l'esprit manque. Parce que l'esprit manque et que cette grande noblesse juive, elle peut s'accommoder de l'argent, mais l'argent l'aide à être au-dessus
des éclaboussures, d'être préservée des éclaboussures de la vie quotidienne de la vie, mais si elle n'est pas assortie de la pensée spirituelle, ça devient une classe terriblement vulgaire, d'une certaine manière. Je repense au personnage d'un prince à Casablanca. Je fais juste une petite diversion, qui est un personnage exceptionnel et qu'il faut rencontrer. Et même que Assouline a comparé au prince Lina de Lampedusa, je trouvais que la comparaison était belle. Je pense que c'est un personnage qui vivait dans une solitude du fait justement de cette mésalliance. Est-ce que c'est pas le corollaire justement de ces mariages un peu où c'est un peu bancal finalement? Le père d'Édith vivait dans une solitude profonde et il passait sa vie dans son bureau à écrire, à faire des généalogies, pas de généalogie récente, ça l'intéressait relativement, il s'intéressait surtout aux généalogies de la famille de l'homme, telles qu'elles sont décrites dans la Bible, telles que par exemple, la semaine dernière encore, nous avions dans la paracha, nous avions toutes les familles qui descendent de Ésaü. Alors donc, c'était un homme qui cherchait toujours à superposer les écrits de la Bible avec la réalité du monde historique et de l'historiographie. Tout cela est un hommage à un personnage extraordinaire qui est un grand Angérois, qui est mort dans les années 70 et que j'ai connu tout petit garçon, qui s'appelait Abraham Laredo et qui était l'auteur du dictionnaire d'onomastique juive marocaine et qui est un des livres les plus précieux qu'on puisse imaginer sur la signification des noms de famille et sur également les généalogies récentes, remontant au XIVe, XIIIe siècle dans certaines familles. Mais il essaye toujours de retrouver des sources talmudiques, des sources bibliques, des sources midrashiques aux noms de famille et à leur signification. Donc c'est un clin d'œil que je fais à cet homme qui m'a beaucoup impressionné. Il m'a beaucoup plus impressionné par ses écrits que par sa présence, parce que j'étais un tout petit garçon quand il est mort. Je me rappelle avoir été prendre le thé là-bas chez lui, parce que ma grand-tante était très amie de sa femme. Et donc on m'a amené là, il y avait ce monsieur qui est très poliment venu et qui a bu une tasse de thé, pris un petit biscuit, et il est retourné dans son cabinet d'études pour continuer à écrire son fameux dictionnaire qui est un volume. C'est un pavé, et dans lequel j'ai relevé d'ailleurs quelque chose de tout à fait incongru. Il cite des personnages qui ont reçu la médaille d'Isabelle la catholique. Ben oui, parce alors que c'est un membre de la famille Toledano qui, se trouvant en 1910 à Madrid, a demandé audience au roi Alphonse XII et on lui a donné audience très gentiment, très facilement, et il a dit Sire, il faudrait que cette loi d'expulsion soit abolie. Et le roi lui a dit mais vous savez, ça n'a aucune importance, qu'elle soit abolie ou qu'elle ne le soit pas, elle n'est plus en vigueur aujourd'hui et vous êtes merveilleusement bienvenue, vous pouvez vous installer ici demain matin, acheter une maison à Madrid, je serai très honoré que vous y résidiez. Et pour le remercier de sa visite, le roi a demandé à son chambellan d'apporter une médaille et c'était l'ordre d'Isabelle la catholique. Alors moi, je l'aurais jeté, pas au visage du roi, parce qu'on ne jette jamais rien au visage des rois, mais j'aurais laissé par terre. Évidemment. Et justement, je vais revenir un petit peu en arrière puisqu'on parlait de cette scène avec le roi justement, et on revient un petit peu vers l'actualité et reprenant la métaphore de l'amputation justement, je me demandais si l'Espagne, en offrant la nationalité à ces juifs qu'elle a poussés à la mer et expulsés, si elle n'était pas en train de justement recoller les morceaux. Oui, il y a une amputation, elle recolle. Non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du Alors tout. ça relève Je de quoi? pense que c'est un aspect totalement machiavélique de la haine d'Israël. C'est une façon de dire votre patrie n'est pas en Israël, mais elle est ici. Et je l'ai ressenti lors de l'attribution d'un prix qui est attribué chaque année
à Jérusalem à la mémoire d'un de nos cousins, Samuel Toledano, et il y avait le maire de Madrid, Antonio Ruiz Gallardón, qui a fait ce discours, justement, c'était il y a 6 ans, 7 ans, et il a dit, c'était déjà possible de récupérer la nationalité espagnole depuis des années, et il a dit, tout son discours allait vers cette normalisation. Et maman, qui était, vous voyez tout de suite comme une radiographie, a dit, mais qu'est-ce qu'il s'imagine? Que nous allons rendre notre passeport israélien pour devenir espagnol? C'est voilà. Juste pour compléter cette information, les descendants des Morisques, qui sont les musulmans expulsés en 1615, ont fait la même demande. Ils ont demandé de récupérer la citoyenneté espagnole, et à ce jour, ils n'ont aucune réponse. Donc revenons à notre livre. Malgré tout, il y a encore tellement de choses à dire, et j'aimerais qu'on parle justement des personnages secondaires qui quand même ont une certaine noblesse, notamment la fameuse Martine, et aussi Fatimita, pourquoi pas. Il y a aussi l'oncle Salvador, sa femme Vicky qui est idolâtre de la modernité, leur fille, etc. Mais je voudrais qu'on parle de ce fameux mariage, puisqu'il est dit que ce serait une version nouvelle de la noce juive au Maroc de Delacroix. Le mariage, c'est vraiment le morceau de bravoure du livre, j'allais dire du film, parce que quand je l'ai écrit, c'est complètement visuel, comme vous le savez. J'ai parlé de générique. Et beaucoup de mes lecteurs m'ont dit c'est un véritable film. C'est un véritable film, c'est un chant du cygne d'un monde, la mère d'Édith, et c'est ça sa véritable grandeur, à reconstituer l'espace d'un soir, et il ne faut pas diminuer l'importance d'un bal, l'importance d'une fête. La fête, une fête remarquablement donnée, c'est un moment idéal. C'est un moment dans lequel on concentre toutes les vertus d'un monde et d'une civilisation. Et elle a fait tout pour concentrer dans cette fête ce qu'il y avait de plus beau dans la tradition judéo-espagnole. Et elle fait venir l'orchestre andalou de Tétouan, elle fait venir un cantor de Gibraltar, je crois, qui parlera en hébreu. Ça, c'est aussi une chose assez émouvante qui avait cours au Maroc. L'orchestre était un lieu de rencontre, la musique était un lieu de rencontre entre juifs et musulmans. Dans toutes ces élégies mystiques, les juifs et les musulmans, instrumentistes ou chanteurs, se retrouvaient. Il y avait des groupes qui se retrouvaient et qui passaient des nuits entières à chanter et à pincer la mandoline. Et c'était vraiment un territoire abstrait et réconcilié. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai appelé ce chapitre « La musique réconcilie les étoiles ». C'était quelque chose de très particulier. Alors donc elle a appelé cet orchestre, elle a appelé les chanteurs, c'est une très bonne maîtresse de maison, donc on a passé plusieurs jours avec les cuisinières et les bonnes, etc., à préparer toutes sortes de choses délicieuses et de les mettre dans les glacières. On a briqué toutes l'argenterie, on a amidonné toutes les nappes brodées. Il y avait le jour de l'amidon, d'ailleurs. Voilà. Il y a une odeur d'alcool à brûler qui flotte dans les grands salons de la maison parce qu'on a frotté tous les lustres de Venise et de Baccarat avec de l'alcool à brûler et tous les miroirs de Venise qui sont dans les miroirs et sur les parois. Donc on a fait tout cela et donc ça va être ça. En vérité, c'est le grand moment de la vie de la mère de Mary, la mère de l'héroïne. Et pour cela, elle mérite que grâce lui soit rendue, parce que... enfin. Voilà. J'ai entendu au cours d'une interview que c'était une affreuse bourgeoise. Mais ça l'est.
Mais cette fête est extraordinaire. Oui. Mais si elle avait été une pure mystique, elle n'aurait été même pas capable de faire une liste d'invités parce qu'elle aurait été en train de penser simplement à la Neshama, au Ruach et au Nefesh. Alors donc, Et pour moi, c'est le seul personnage du livre qui ne vit pas en apesanteur. oui, Elle vit dans le concret. Elle est déjà en Europe. Elle est en transit à Tanger. Elle n'a jamais vécu à Tanger. Elle a vécu toute sa vie à Tanger, mais sans y vivre, parce qu'elle vivait dans un Tanger colonial, dans lequel sa géographie allait entre le country club, et le yacht club, la maison et le salon de thé. Les princesses, quand même. Elle joue aux cartes avec les princesses. Oui, les princesses. Bon, les princesses, c'est la famille royale, parce que les dames de bonne famille au Maroc sont toujours amies avec les altesses, c'est toujours utile, et puis elles sont toujours très gentilles. Les altesses sont toujours très, très affectueuses avec les juifs, parce que les juifs sont beaucoup plus évoluées que les musulmanes. Elles l'ont été plusieurs générations avant les musulmanes. Donc il y a toujours eu plus de communautés, voilà, d'entente. J'aimerais lire aussi là des propos pour illustrer justement cette entente entre les musiciens. Ça me rappelle aussi un très bel article que Tahar Benjeloun avait écrit et qui s'appelait « Quand juifs et musulmans chantaient ensemble ». Il a écrit ça pour dénoncer justement cette société qui devenait majoritairement musulmane. Donc le luxe instrumental s'étoffait. Les violons dessinaient dans l'air les haies du jardin idéal, les luttes laissaient courir l'eau dans les bassins. Les tambourins faisaient battre le cœur de la vie dans le paradis. Une communion s'était établie entre les instrumentistes musulmans et le chantre juif. Ils ressuscitaient l'espace d'un soir, les instants dorés des royaumes andalous. L'entente entre Israël et Ismaël, qui avait régné au cours d'instants bénis, triomphait à nouveau des antagonismes. Une plénitude se lisait sur les visages aux yeux mi-clos des musiciens. Quel contraire quand même par rapport à la scène avec le flamenco. C'est tellement, tellement aux antipodes. On ne peut pas comparer la légèreté soufie et kabbalistique de la musique andalouse avec la douleur gitane. C'est quelque chose. J'aime beaucoup la musique gitane. J'ai beaucoup dansé, ça m'a toujours beaucoup amusé. Une personne qui est assise là, avec laquelle j'ai beaucoup dansé d'ailleurs. Mais on ne peut pas comparer. Ce sont deux univers qui ne se touchent pas. L'un est déjà dans un 7e ciel et l'autre est au-dessus du sol, certainement, parce que descendre au fond des entrailles de la souffrance est une sorte d'ascèse, mais c'est toujours une souffrance. La véritable musique andalouse espagnole, contrairement à l'andalouse marocaine, qui sont deux choses totalement différentes, appelons-la gitane. La véritable musique gitane est toujours, tourne autour toujours de la douleur. Et il y a plusieurs autres versets. Si je pouvais raconter la douleur de ce que j'ai ressenti, les pierres du chemin se seraient brisées. Tandis que dans la musique andalouse, judéo-marocaine, c'est plutôt les mondes parfaits et les mondes réparés dont on parle. On parle surtout de l'amour de Dieu, de sa proximité, etc. De la difficulté d'atteindre la transcendance. Cette tension vers le collage avec Dieu, la débécoute, le collage avec Dieu, qui est un autre registre. Qui est souvent aussi, c'est la métaphore de l'amour, et l'amant étant Dieu, bien souvent dans la musique andalouse. Comme dans le Cantique des Cantiques, exactement, qui est l'inspirateur générique de toute cette littérature
poétique. Absolument, absolument. Donc, j'ai juste une dernière question à poser. Je voudrais juste demander, c'est une question un peu plus personnelle, et je voudrais me référer à ce qu'a écrit Stefan Zweig, et demander si on est debout dans le chaos du monde grâce à l'écriture. C'est très personnel, c'est très personnel. On ne peut pas donner une réponse qui serve à d'autres personnes que celles qui écrivent. En ce qui me concerne, c'est vrai. Mais ça, je pense que c'est le cas de tous les écrivains. L'écriture, le moment de l'écriture, j'ai eu des deuils très tristes ces dernières années, et les seuls moments furent très nombreux parce qu'ils m'ont permis d'écrire 2 livres, où j'ai pu m'abstraire de la brûlure lancinante de mon deuil, c'est quand j'écrivais. Donc, de façon générale, lorsque toute situation de disharmonie, toute situation de blessure, devant toute situation de blessure, l'écriture est une salvation. Elle permet de se tenir debout donc, dans ce chaos. Merci Ralph, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Nicole. Merci Nicole.